ma solo lelo est vraiment kilo, ma solo lelo est vraiment important, est mon aîné, na lingito solo là, moi moke, makamwa mboka, je pense que vous avez vu, na loba kiango, na tia kiango annonce, comme vous le savez, voilà. Donc calmement, mais sûrement, je voudrais que nous parlions sérieusement sur le pays, Bandeko. Je me rends compte que il est important, c'est vrai que j'avais laissé un petit peu cet aspect-là des choses, pour des raisons que je vous avais déjà expliquées, mais je vois que l'Esprit de Dieu, le Seigneur veut vraiment que Natiango Penza Ka veut que je revienne sur ces choses-là, donc je pense que nous allons reprendre certaines habitudes concernant situation Mboka, concernant l'éveil des consciences, parce que je crois que Moussa Lawana, particulièrement na période Otozanango, il faut salama. Et ça vraiment très important. À voir ce qui se passe, à entendre, à lire. Je me rends compte que il est vraiment plus que temps que certaines contre-vérités, que certains mensonges, que certains oubuenge soient rétablis. Et c'est très important. Donc, shalom à tous. Je vous demande, s'il vous plaît, de partager, de mettre un commentaire parce que je ne vois rien. Dans mon commentaire, n'a binoté. J'espère que en tous les cas, vous êtes là. Donc voilà, partagez-moi cela afin qu'on puisse parler calmement, mais en profondeur de la situation du pays. J'ai vraiment à cœur d'essayer de pouvoir rendre un petit peu clair des choses qui semblent complexes. Et je crois qu'il est important, comme je l'ai dit, que certaines vérités soient non seulement défendues, mais soient également rétablies. Bonjour ou bonsoir, Yaido. En tout cas, vraiment, merci d'être là, merci d'être présent. Partage-moi ce direct. Yo tellement oye mi bataille belle, Kabulango, parce que je pense que c'est important de pouvoir parler de ces choses sérieuses. Bonjour maman Agnès, sois bénie, vraiment. Partagez-moi le direct. On va essayer de parler voilà, dans les deux langues, dans la mesure du possible, parce que Batumususu, Barou Salanga, remarque, oui, mais Sokozo, le Balingala, Sotozo, comprendre, Bamususu, Nalobi, na français, Basepelite, Balobi, Kota, Nalingala, Malamoko. Donc, on va essayer de satisfaire tout le monde et d'essayer, voilà, de parler dans les deux langues. Voilà. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot, je ne vais pas non plus trop, comment dirais-je, trop parler pour ne rien dire. Je voudrais qu'aujourd'hui, nous parlions donc de la RDC. J'ai dit que j'avais cette habitude de pouvoir faire périodiquement, ou disons d'une manière régulière, des émissions sur la RDC, parce que Dieu m'avait mis à cœur de faire cette chose que j'appelle l'éveil des consciences, m'avait donné en fait ce fardeau. Et c'est vrai qu'il y a eu un temps où Dieu m'a demandé un petit peu de me retirer, de me taire. Mais là, ces derniers temps, Dieu m'a parlé, m'a montré qu'il est temps de continuer, de reprendre. Donc voilà pourquoi je suis là et pourquoi aujourd'hui, je voudrais vraiment éveiller les consciences. Parce que beaucoup de choses qui se passent et qui se disent au sujet du Congo sont parfois dues à un manque non seulement de connaissances, mais à une volonté évidemment, comment dirais-je, une volonté forte de détourner ou disons de travestir la vérité. Donc, bandeko vraiment nalingi boza la penza branché, boka bo la vidéo oyo, toko solo la penza makamwa mboka, parce que c'est très sérieux. Je pense que beaucoup Baza déjà éveillé, gloire à Dieu, et merci Seigneur pour le travail que beaucoup font. Je ne suis pas la seule à participer à ce travail d'éveil des consciences, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait, je crois, une trop lourde tâche. Nous sommes nombreux et ce travail porte ses fruits petit à petit, mais il y a encore beaucoup d'autres qui évidemment sont encore dans le brouillard et dans la distraction concernant la situation Mboka. Donc c'est un petit peu par rapport à cela que j'aimerais que l'on parle, et pour cela, c'est vrai qu'il y a comment dirais-je, des prérequis pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour pouvoir ne plus être l'objet des mensonges et des distractions, des manipulations. Il est important, Yakoye Bapenza,
histoire en Mboka, Yakoye Bapenza, la situation. Et voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ce n'est pas simplement valable au niveau des connaissances bibliques, mais c'est aussi valable au niveau des connaissances intellectuelles, historiques, politiques, etc., de toutes sortes de connaissances. Donc, vous savez ce qui se passe dans Mboka, je crois que je vais essayer de le dire d'une manière claire et d'une manière simple. Parce que c'est vrai que la situation, pour certains qui ne connaissent pas, ou pour certains qui ne se sont pas vraiment, comment dirais-je, qui n'ont pas vraiment pris cela à cœur, qui ne se sont pas documentés, ou qui ne ne se sont pas intéressés. Pour certains, cela peut paraître complexe. Mais en fait, Ezalara Nango, alors je vais d'abord mettre, voilà, pour pas qu'on soit dérangé. Ezalara Nango, simple, bonsoir, bonjour Pasteur Bobo, bonjour Sylvain Yamokoy, bonjour, 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 bonjour. Donc, Motenabinotu. Vous savez, parfois on rigole, on plaisante avec le Pasteur Bobo qui est là, qui nous suit. On a fait un peu des émissions, on a un petit peu rigolé. Mais il y a des moments où il faut, voilà, faire la part des choses. Entre un petit peu plaisanter, avoir de l'humour et être sérieux. Situation au réseau les Kamikolo yo, qui n'est pas nouvelle, ça, comment dirais-je, c'est quelque chose de sérieux parce que pendant plus de 20 ans, donc depuis en fait l'annexion, moi je le dis, enfin l'annexion, oui, l'occupation, comment dirais-je, la violation du territoire congolais en 1997 par les forces ennemies, donc le Rwanda, l'Ouganda en tête. Il y a une sorte de chape de plomb qui est posée, qui est mise sur la situation, et surtout une volonté de pas, en fait, d'empêcher que le plus grand nombre, le plus grand public, baïba situation, baïba penza vérité. Alors, je pense que vous avez tous suivi l'actualité. Vous avez suivi dernièrement la sortie médiatique du président rwandais au Bénin, lorsqu'il est allé voir le président béninois Talon. Et je pense que tout le monde, par cette sortie médiatique, en tout cas, a réagi. En tout cas, je pense que patriotes, Batobalingara Mboka, ont réagi. Mais vous savez, cette sortie médiatique n'est que pour moi la continuité, le résultat aussi de ce que j'ai toujours dit, parce que j'ai toujours dit que le problème du Congo était spirituel avant tout, et que Dieu est dans la place et dans l'affaire, et que la victoire est proche. On a nous qui nous battons, qui luttons pour ce pays, nous savons que, nous avons toujours su, et nous le savons, que la victoire finira toujours par arriver et triompher. On ne peut pas rester indéfiniment dans un tunnel, dans le noir, dans l'oppression. C'est l'histoire d'ailleurs du monde nous l'enseigne, que tous les peuples, tous les pays qui ont été oppressés, à un moment donné, cette oppression a pris fin. Même dans la Bible, nous avons l'histoire du peuple d'Israël qui s'est retrouvé 400 ans en esclavage, mais qui, au bout de 400 ans, a trouvé la liberté. Donc, il n'y a pas de raison qu'au Congo, ces choses-là n'arrivent pas. Et ces choses-là sont en marche. Donc, lorsque nous avons entendu les propos du président rwandais, comme je l'ai dit, nous n'avons pas été étonnés. Parce que ceux qui savent que ces propos ne sont pas anodins. Ces propos n'ont pas été dits au hasard. Ce n'est pas une lubie. Il ne s'est pas réveillé un matin et se dit, bon, allez, lélo, na lamuki, na ibielo na rolobate, ou bien comme certains Congolais aiment faire le buzz. Non, le président rwandais, il n'est pas dans les buzz. Il n'est pas dans il est très sérieux dans son plan et dans ses objectifs. Donc, tant alobaki makamboana, alobi ango siamant, a ibielo ko alobaki, et d'une certaine manière, à dévoiler plan naïe, à dévoiler projet que nous, comme je dis que certains qui se battent sont au courant, ce projet de démantèlement, de dépeçage, de destruction de la RDC. Alors vous savez, il y a plusieurs choses à dire et évidemment à lui répliquer. Notamment, je vous encourage à suivre vraiment ce documentaire. C'était une séance au Sénat sur la problématique des Grands Lacs, il y a, je crois, 1 ou 2 ans, où le professeur Ndaiwel est intervenu pour nous parler clairement
et expliquer clairement les choses qui étaient un peu floues dans la tête de certains Congolais et d'autres, et pour dire clairement, pour contrecarrer ce mensonge et ces thèses qu'on essaye de nous faire avaler depuis plus de 20 ans, en disant clairement que en ce qui concerne la problématique des frontières, pour faire court, le Rwanda n'a rien à revendiquer, au contraire, c'est même le Congo qui a à revendiquer, parce que lorsque vous étudiez l'histoire, et c'est à ça que je voudrais vous amener, je vous invite à lire 3 livres ici, j'ai 3 exemplaires, mais bon, voilà, j'ai choisi, il y a beaucoup de livres, il y a de littérature qui a été écrite sur cette problématique qu'on appelle des Grands Lacs, l'Est du Congo, le Rwanda, le Burundi. Il y a donc voilà, il y a de quoi se documenter sur la question et je vous encourage à le faire parce que c'est très 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 important. Il y a des articles qui ont été écrits, il y a donc et des livres. Alors vous avez ici, je vais vous conseiller 3 livres avant qu'on rentre dans le sujet. Il y a un homme que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui était un homme qui a consacré sa vie au Congo. Pour moi, c'est un Congolais dans l'âme, même s'il est comme moi, étranger, à Mupaya, à Mundele, mais c'est vraiment une personne de référence. C'est une personne qui a vraiment consacré, comme je dis, Vinaye à l'histoire, à l'ethnologie, mais surtout l'histoire et l'anthologie du Congo. Donc, il a écrit ici un livre que certains peuvent trouver aussi en PDF, qui est sur l'histoire du royaume ou l'histoire du Rwanda avant 1900. Donc en gros, l'histoire vraiment précoloniale. Et ici, donc monsieur Jean Vansina, pour pas le nommer, Jean Vansina, ici vous avez ce livre, Le Rwanda ancien. Donc déjà en lisant ça, vous avez une histoire sur, donc là particulièrement le Rwanda. Vous avez un livre aussi de Jean-Pierre Chrétien, que j'aime beaucoup aussi, qui est un grand historien, et même si Ataza Mundele, vous savez, ce n'est Bamindele Nyo surtout Bazamabete, il faut arrêter aussi ces ségrégations et tout. Tous les blancs ne sont pas des colonialistes, tous les blancs ne sont pas, comment dirais-je, des anti, comment dirais-je, enfin qui travaillent sur l'Afrique, ne sont pas tous des personnes qui sont là pour travestir l'histoire. Il y a des gens qui ont consacré leur vie à rétablir, voilà, l'histoire et la vérité. Donc, l'invention de l'Afrique des Grands Lacs, ça c'est un livre que je vous conseille également de lire. Avec cela, vous aurez beaucoup d'informations sur justement cette période précoloniale qui est important de connaître, parce que si vous ne connaissez pas la période précoloniale, vous n'arriverez pas à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et un autre livre que j'aime beaucoup aussi, qui lui a été écrit par un historien burundais, très bien, qui s'appelle Émile Moroha, donc qui a écrit ce livre Peuple et roi de l'Afrique des lacs. Donc là aussi, cela vous donne un petit peu la matière pour comprendre ce qui se passe. Bonjour, alors je salue tout le monde. Bonjour Yves, bonjour oh, mère Zaël, maman Zaël, bonjour à toi, vraiment beaucoup. Bonjour Yannick. Bonjour à toi. Alors, comme je le disais, ce qui te comprendre la situation, il y a les lots, il faut toyer bapenza histoire mboka. C'est vrai que c'est un combat, parce que souvent on enseigne une histoire qui n'est pas la sienne au Congo pendant des années. Malheureusement, on a enseigné l'histoire de la France ou de la Belgique ou de je ne sais quel pays, ce qui n'est pas mauvais, mais il faut avant tout apprendre et enseigner l'histoire congolaise. Parce qu'il est important d'abord de comprendre, il y a une première vérité qu'il faut rétablir, parce que qui est passé à la trappe à cause de la colonisation, et ça a été aussi un des objectifs de la colonisation. On va pas se leurrer, nous sommes très au clair et nous savons tout à fait quels sont les méfaits. La colonisation a produit des méfaits, certains, et parfois aussi des choses positives, mais en grande majorité quand même des méfaits. Et un des premiers méfaits, ça a été de détruire toute trace de l'histoire, de civilisation antérieure. Donc la première des choses qu'a vraiment voulu marquer cette période, c'est de détruire, comme je le dis, l'histoire du Congo, en fait, voilà quoi, ce qui s'est passé avant que Baminde les baillé. Parce que bien évidemment, je pense que vous le savez, bonjour pasteur Papi Motenayo.
Bien évidemment, je pense que vous le savez, partagez-moi s'il vous plaît ce direct, c'est vraiment très important. Direct Oyo. Je crois qu'il y a des vérités fondamentales qu'il faut rétablir. Il faut sortir de l'émotionnel, il faut sortir des rancœurs et des vicissitudes. Cela ne permet pas de faire avancer le schmilblick, comme on dit. Il faut simplement être équilibré, être juste et savoir, comme je l'ai dit, faire la part des choses. Donc, la première vérité que j'aimerais rétablir, c'est que l'histoire du Congo n'a pas commencé avec Diego Cao ou bien l'arrivée des Blancs, bien évidemment. L'histoire du Congo est une histoire riche, est une histoire fascinante, est une histoire de royaumes qui ont existé bien avant que Baminde Lebaye, comme on a Mboka. Ça, c'est la première des choses qu'il faut rétablir. La deuxième, c'est que dans cette histoire de l'arrivée des Européens, elle s'est faite successivement. Bon, je ne vais pas ici vraiment refaire l'histoire de la colonisation, de ces choses-là, parce que ce n'est pas ça l'objectif et le pourquoi d'aujourd'hui. Mais juste pour brosser, pour dire qu'en fait, il y a eu des successions. Il y a eu une première arrivée avec, comme on dit, les Portugais. On parle de Diego Cao, 1492, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, et donc la rencontre avec le royaume Congo. Et j'aimerais que ça vous... Il y a une chose qu'il faut rétablir, c'est qu'à cette époque-là, nous sommes donc au 15e, 16e siècle, particulièrement 15e siècle, nous sommes en plein Moyen-Âge aussi en Europe. À ce moment-là, les royaumes africains, parce que bon là on parle de l'Afrique centrale, mais il faut savoir que le royaume du Mali, le royaume au Niger, au Mali, en Guinée, il y a eu des royaumes qui ont déjà eu, comment dirais-je, des contacts avec les Européens et qui étaient extrêmement considérés. Donc cette idée que, oh non, le noir et tout, il vaut rien, patati, patata, il est d'une race inférieure, tout ça, ce sont des bullshit, comme on dit en anglais, pour ne pas dire le mot français. Ce sont des choses qui ont été mises dans la tête des gens pour pouvoir les asservir. Donc, sachons déjà que, puisque nous sommes au Congo, nous allons rester au Congo. Le royaume Congo, lorsqu'il a eu affaire avec les premiers Européens, Tango Babaye, Kutana, Kutana qui pensa na base, comment dirais-je, na base moko, c'est-à-dire, même si les Européens, il y a qui n'a idée que non, il faut christianiser ce royaume, etc. Ce qu'ils ont fait, ils sont arrivés à porter le christianisme, etc. Et nous avons vu le premier roi du Congo, Alfonso Ier, qui est devenu chrétien. Mais il faut savoir que ce roi-là n'était pas considéré comme étant, comment dirais-je, un subalterne. Il était considéré, le roi du Portugal, le considérait comme son égal. Et au Vatican, il était considéré comme un sujet égal à tout autre sujet blanc. Et les rapports qu'il y avait, lorsque vous allez dans les archives et que vous allez étudier l'histoire, vous allez voir que les lettres, etc., la correspondance qu'il y avait entre le royaume Congo et certains empires, enfin royaumes européens, était une correspondance d'État à État, donc d'égal à égal. Il n'était pas question ici de subordonner, il n'était pas question ici de colonisation comme nous allons la connaître plus tard. Enfin, comme l'Afrique et cette partie de l'Afrique va la connaître dans les années bien plus tard. Mais à cette époque-là, au 15e, 16e siècle, il n'était pas question de colonisation, c'était comment dirais-je, une situation de rapport d'État à État. Même si, évidemment, vous allez me dire, et vous aurez raison, la colonisation était quelque part dans la tête des Mindélé, puisque Baye, avec l'intention, et c'est ce qu'ils ont d'ailleurs fait, de christianiser des populations qu'ils ont rencontrées, qui avaient déjà leurs coutumes et leur manière de faire. Donc oui, par cet aspect-là, il y avait tentative où il y avait déjà une première mainmise du blanc sur, entre guillemets, le noir, à travers cela. Mais les rapports étaient encore des rapports, comme on dirait, comme je l'ai dit, d'égal à égal. Ensuite, il y a eu les choses, comment dirais-je, se corsent bien plus tard. Parce que l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo, à l'époque, c'était un territoire qui n'était pas défini tel qu'il est défini aujourd'hui. Donc, dans ce territoire, il y avait des royaumes. Donc, voilà, le royaume du Congo a été un des royaumes qui a été le plus étudié. Donc, on a pas mal d'écrits, de traces, etc. Mais il n'y avait pas que le royaume du Congo. Il y avait l'empire Luba, l'empire Lunda, les royaumes Kuba, il y avait les Teke, il y avait... Dans cette partie de l'Afrique qu'on appelle l'Afrique précoloniale, c'est une Afrique riche en termes d'histoire. Donc ça, c'est la première chose que déjà, je voudrais que l'on marque, que l'on pose comme fondation
pour la compréhension, il y a la situation, il y a les lots. C'est-à-dire, premièrement, enlever déjà ce mensonge de faire croire que avant les Blancs, Eloko ezalaki. Avant les Blancs, Eloko ezalaki. Et ezalaki kutumakasi, il y avait des structures, il y avait des États même structurés qui fonctionnaient extrêmement bien et d'une manière d'ailleurs même parfois fort complexe. Et notamment dans la région qui nous intéresse, la région des Grands Lacs, c'était une région qui s'est structurée d'une manière d'ailleurs politiquement extrêmement complexe, comment dirais-je, des manières de faire dont même donc Biso Bamindele, on pourrait même en tirer comment dirais-je profit, on peut même en prendre exemple. Donc ça, c'est une première vérité que j'aimerais rétablir. Donc s'il vous plaît, partagez-moi ce direct. J'ai dit les lots Toro Solo, la RDC Toro Kotana Mozindo, et nous allons essayer d'expliquer les choses pas à pas, calmement. Donc, premier prérequis ou première vérité que j'aimerais qu'on rétablisse, c'est la richesse culturelle. Linguistique, n'en parlons pas, puisque le nombre de langues qui sont parlées au Congo sont énormes, mais la richesse culturelle, politique, historique, etc. Est une vérité vraie, existait avant l'arrivée des Blancs. Les Blancs sont arrivés, Bamindé les Baillés, et Baillés, en fait, Baillés pour détruire ce qui était déjà là. Ça, c'est un fait, et c'est ça un des plus grands mâles de la colonisation, c'est de détruire des structures, des cultures, des civilisations. C'est malheureusement chaque fois j'allais dire le propre d'un peuple qui cherche à s'imposer sur un autre peuple. Donc, premièrement, lorsque Bamindé les Baillés, ils ne sont pas venus voir un pays vierge comme ils ont voulu le faire croire. Ils ne sont pas arrivés dans un pays où il y avait rien, où il y avait le chaos, où il y avait le désordre, où les gens étaient comme si... Non. En fait, ils ont rencontré des gens qui existaient, qui avaient leur manière de faire et leurs coutumes et leur culture. Et ce qu'ils ont essayé de faire croire, c'est que ces cultures et ces coutumes étaient moins bien que Bango. C'est-à-dire, le Mundele, il croit toujours qu'il y a des aleki batonion, surtout à Mokili, qu'il y a des cultures, civilisation, je sais pas quoi, c'est la meilleure. Ce qui est une aberration, mais des plus totales. Donc, quand le blanc est arrivé au Congo, il faut toyer baquet. Il y avait donc des gens, il y avait des royaumes, il y avait des institutions, il y avait des structures bien établies, et cela fonctionnait très bien, comme ça fonctionne partout dans le monde. Donc, j'ai parlé du premier contact avec les Mindélé, donc au 15e, 16e siècle. Bon, je vais sauter un petit peu pour arriver finalement à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire au 19e siècle. Alors, la colonisation vraiment bat son plein, ou disons, j'allais dire, prend un caractère extrêmement puissant dans ce siècle-là. Alors, il faut savoir que par rapport au Congo, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs. Le pays, justement, n'étant pas encore délimité tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire, j'arrive maintenant à la conférence de Berlin, c'est un pays qui était composé de différentes, comme j'ai dit, entités, royaumes, etc. Alors, il faut savoir que dans la période dans la région qui nous intéresse, la région un peu de l'Est, la région orientale, Otolobaka, c'est une région où il y avait déjà aussi des royaumes, et notamment, il y avait aussi une influence arabe très forte. Ok, donc bonjour à tous, Mbote Nabino, s'il vous plaît, partageons, parce que direct, c'est vraiment important pour que les gens comprennent, que les gens soient réveillés et que les gens retrouvent aussi un petit peu de l'esprit, de l'amour patriotique. Parce que si tu as une histoire en Bokanayo, tu seras fier de ton pays. Yeba que tu ne viens pas de nulle part, tu ne viens pas de n'importe où. Tu viens d'un pays riche, tu viens d'un pays qui a une richesse, et quand je parle de richesse ici, je suis pas en train de parler de sa richesse géologique ou de sa richesse minière ou financière. Pour moi, ça c'est même un détail. C'est d'abord avant tout la richesse personnelle, la richesse culturelle qui est l'essence même, qui est la colonne vertébrale d'une identité. Donc, on a cherché pendant des années et des siècles à vouloir vous supprimer cette identité, à vouloir vous effacer. Donc, justement, lorsque tu deviens rien du tout, lorsque tu deviens sans domicile fixe en termes de pays, un sans domicile fixe en termes d'identité, c'est là où on peut faire de toi ce qu'on veut. Donc, première chose, comme je l'ai dit, je reviens donc à la colonisation du 19e siècle, il y a eu plusieurs, donc le pays était en fait connu
à la fois sur la côte ouest, puisque c'est la côte atlantique avec le royaume Congo, etc., où là, comme je l'ai dit, les rapports entre Baminde, Lena, Bato-Mwindo étaient là depuis longtemps, depuis le 15e, 16e siècle. Mais ce qu'on appelle la côte est, et vous savez, il y a eu donc des explorateurs qui ont visité, qui ont essayé d'explorer cette côte pour essayer de comprendre un petit peu. Donc nous avons eu Livingstone, qui a été donc le premier, qui a découvert toute cette région, donc qui se limite pas qu'au Congo, puisque ça descend jusqu'en Zambie, etc. Donc toute cette région est-orientale. Et puis après, notre cher Stanley est passé par là pour, en quelque sorte, marquer le coup. Et c'est vrai que pendant son passage, les différentes populations, les différents royaumes, etc., qu'il a eu à rencontrer, il a essayé de faire des contrats, voilà, des partenariats. Mais en fait, bon, il se doute au début bien que ce sont des faux partenariats, parce que c'est des partenariats qui étaient, comment dirais-je, qui n'étaient pas du tout dans une optique de créer un climat d'égal à égal, mais qui étaient bien des partenariats avec l'idée, l'objectif d'annexer et de rendre, comment dirais-je, sous servitude ces populations qu'on a rencontrées. Donc, par rapport à l'Est, il y avait déjà, comme je dis, une influence arabe, avec, vous savez, toutes ces caravanes, je veux dire, où on vendait, parce que vous savez, l'histoire de l'esclavage, c'est aussi très complexe et très compliqué, c'est pas aussi simple que c'est juste, comment dirais-je, souvent on réduit ça, Monde les Mokoye, il fait prisonnier, etc., des Noirs, et il les envoie en esclavage en Amérique. Non, c'est beaucoup plus complexe, et malheureusement, il y a des comment dirais-je, il y a des sociétés qui avaient ce modèle ou cette manière de faire comme modèle, et donc c'est des choses qu'on retrouve un peu partout. Donc na Estwana, avec vous vous rappelez typotype, etc. Toute cette région était comment dirais-je, était déjà une région où il y a du commerce, du trafic, où il y a, comme on dit, de la vie, du mouvement. Ok? Alors, à ça arrive maintenant la conférence de Berlin. Alors, la conférence de Berlin, qu'on appelle d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit dans des émissions, conférence Congo Conference. En fait, cette conférence, il faut le savoir. Et lorsqu'on va comprendre la profondeur de la conférence de Berlin, nous allons tout de suite comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Cette Congo Conference, c'est appelé justement Congo Conference parce que l'objet de la convocation de cette conférence était en fait le partage du Congo. Vous savez, les Blancs, les puissances, comment dirais-je, comment on appelle ça, les puissances à l'époque donc régnantes, c'était partager l'Afrique, donc la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., le Portugal, donc tous ces pays-là. Et le Congo était un ensemble, j'allais dire un peu indéfini, un territoire en fait, qui n'avait pas de frontières définies, vaste territoire que s'arrachait ou que voulaient s'arracher toutes ces puissances étrangères. Et là, il y a un point important à la conférence de Berlin qu'il ne faut pas oublier. On se focalise sur les puissances européennes, mais il y a eu une puissance qui a joué un rôle aussi prépondérant dans cette conférence, et ça, lorsque vous allez lire les actes, etc., vous le verrez, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, objectif Nabango, c'était depuis toujours de, comment dirais-je, donc de s'accaparer cette région, ça c'est un fait, mais ils avaient du mal à pouvoir le faire n'ayant pas de colonie ou n'ayant pas, comment dirais-je, de contact direct ou disons de points concrets comme pouvaient l'avoir les Français, les Anglais et d'autres. Mais l'objectif des États-Unis, c'était justement de se partager le gâteau, de pouvoir prendre possession de ce territoire et surtout pas d'en faire un territoire uni qui serait donné à X ou à Y. Donc, en fait, pour contrecarrer projet Yaba États-Unis Wana, c'est pour ça que cette conférence de Berlin a été mise sur pied pour se dire on va essayer de régler la problématique du Congo d'une manière, entre guillemets, pacifique. Alors, comme ils n'arrivaient pas à s'entendre sur le Congo, ils ont commencé par délimiter le reste. Et c'est comme ça que l'on dit que oui, la conférence de Berlin a été l'origine des frontières africaines actuelles. C'est là où, j'allais dire, le sort de l'Afrique en termes de frontières a été scellé.
Et c'est vrai, et c'est lorsque vous regardez évidemment la carte de l'Afrique, vous vous rendez compte que ces frontières sont d'une aberration et d'une absurdité parfois sans nom, puisque c'est des frontières qui ont été tirées, tracées à la règle. Mais, comme vous le savez aussi, par la suite de l'histoire, aujourd'hui, même l'organisation africaine, l'OUA, a toujours donné comme prérequis, et après les indépendances, tout le monde s'est mis d'accord sur ce fameux principe de l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire que nenge penza Afrique, nenge ba mindele penza ba desina qui penza ba frontière. Malheureusement, moi je le dis, je trouve ça un peu dommage, mais c'est vrai que d'une certaine manière, si on devait tout remettre en cause, ça serait peut-être un peu compliqué, mais malheureusement, il a été décidé de garder les frontières telles qu'elles étaient depuis la conférence de Berlin. Donc, ce qui veut dire qu'à la conférence de Berlin, comme je l'ai dit, les frontières ont été tracées et l'ensemble qu'il restait en Afrique centrale, ce fameux ensemble, une fois qu'ils avaient tout tracé, chacun a pris sa part, etc., ses délimitations, comme on dit, à dépecer le gâteau, il restait le Congo. Et le Congo ne savait pas quoi en faire. Et comme je l'ai dit, l'objectif des Américains, ça a toujours été de dépecer ce pays. Toujours. Et de pouvoir s'accaparer des richesses. Et donc, il a été décidé que voilà, puisque ça ne peut appartenir à personne. Il a d'abord été décidé que l'on va construire le fameux État, donc l'État indépendant du Congo, donc une sorte d'entité qui juridiquement n'était ni un pays, ni c'était un peu comme une vaste entreprise qui appartenait entre guillemets à tout le monde et sur lesquels ou dans lesquels tout le monde pouvait faire, surtout le fleuve Congo, parce qu'il s'agissait du fleuve Congo, sur le fleuve tout le monde pouvait faire du commerce. C'était ça. Donc voilà, bonjour à tous, merci Yaïdo. Donc c'était ça en fait l'objectif. Et donc il a été décidé de finalement, comment dirais-je, de donner, ça a été un jeu de tractation complexe, mais qui en quelque sorte essayait de mettre tout le monde d'accord. On s'est dit, ok, on donne ce pays entre guillemets au roi des Belges, Léopold II, comme une possession privée, donc c'est voilà comme un cadeau, comme net yo sombi car, au sombi voiture, au sombi ndako eza ya yo, donc yangwa nasiko yo Congo ezalaki ya ye. Mais comme je l'ai dit, juridiquement, il était détenteur de ce pays, mais tout le monde, donc toutes les grandes puissances, avaient droit sur ce pays. Et donc avaient droit de faire du commerce, etc. Et nous avons vu ce qui s'est passé. Je vais pas refaire l'histoire, etc. Vous connaissez tous quand même, j'espère, en tout cas ceux qui me suivent connaissent l'histoire de leur pays, donc la RDC. Vous savez qu'ensuite, voilà, avec les horreurs, le premier génocide, il faut savoir que le premier génocide congolais a eu lieu sous le roi Léopold II. Et heureusement que, bon, à l'époque, justement, fin 19e, début 20e, j'allais dire des humanistes, des gens qui étaient contre, enfin qui ont été révoltés face aux horreurs qui étaient commises, c'était des horreurs pures qui ont été commises au Congo. Eh bien, c'est ce qui a fait en sorte que finalement le roi Léopold II a été déchu de ses droits et que en définitive, en 1908, le Congo passe sous la tutelle ou passe en tout cas en tant que possession belge du gouvernement belge, donc de la Belgique. Et nous arrivons en 1908, donc le Congo devient belge. Et voilà, nous avons la période coloniale qui s'arrête donc en 1960, nous avons l'indépendance. Mais ce que je veux dire par là et ce qui est important de comprendre, c'est que ce plan machiavélique de dépecer le Congo, de ne pas lui permettre d'avoir un statut à lui, de ne pas lui permettre d'avoir comment dirais-je, oui, un statut d'État, de pays à part entière. Ce plan-là, donc ourdi par les Américains, c'est un plan qui existe jusqu'à aujourd'hui et qui a été remis, comment dirais-je, au goût du jour il y a une trentaine d'années. Vous savez que lorsque Clinton est arrivé au pouvoir, Clinton et certains de ses alliés avaient donc fomenté un plan de destruction du Congo, de déstabilisation du Congo. Donc il fallait renverser le régime en place, qui était le régime de Mobutu, pour installer ce que nous connaissons maintenant depuis 20 ans, plus de 30 ans. Donc ce projet d'annexion, d'invasion du Congo est un projet qui ne date pas d'hier et qui donc a été mis en place avec l'aide j'allais dire, des hommes de main des États-Unis et de ses
puissances qui sont autour, qui sont donc aujourd'hui le président rwandais, Kagame, Museveni. Nous avons connu donc ce qui s'est passé en 1997. En 1997, il faut le dire clairement, il y a eu tout simplement une agression qui s'est passée. Ce n'était, bien sûr que l'objectif était de renverser le régime en place, mais avec un objectif simple et clair d'invasion, voire même si possible d'annexion, de contrôle, enfin d'occupation, voilà, il faut dire les mots tels qu'elles sont, des terres. Et donc, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, porté par ses parrains, entre guillemets, il s'agissait de mettre la mainmise sur le Congo. Alors, vous avez vu, vous avez suivi que, évidemment, lorsqu'il a compris qu'il était le jeu de ses parrains et qu'en fait, qu'il a vu clair dans le jeu de ceux qui l'ont soutenu, qui l'ont amené au pouvoir, il s'en est détaché. Vous connaissez la suite, 1998, première guerre, etc. Laurent Désiré Kabila qui fait volte-face, qui fait machine arrière et qui prévient le peuple congolais pour dire défendez-vous parce que voilà, nos amis entre guillemets sont pas nos amis mais sont nos ennemis. Donc oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Et nous connaissons voilà ce qui s'est passé. J'ai pas besoin de vous raconter la suite de l'histoire. Pourquoi je vous dresse tout ça? Parce que pour vous faire comprendre que le président rwandais n'a pas pour objectif, comment dirais-je, ou a pour objectif s'il pouvait, ça c'est ce qu'on appelle la folie des grandeurs, a pour objectif finalement de s'accaparer le Congo. Donc, il y a le livre, le fameux livre que tout le monde a et que j'espère que vous avez tous, hein, s'il vous plaît, achetez ce livre parce que vous allez comprendre. Nous avons un frère que je salue au passage qui a beaucoup fait, qui continue à faire énormément pour le Congo, pour la lutte du Congo, qui s'appelle Charles Onana. Il n'en est pas à son premier livre, comme vous le savez, ceux qui aiment lire le savent. Et donc, Holocauste au Congo, son dernier livre qui vient de sortir et qui fait fureur, je pense que lorsque vous allez le lire, vous allez comprendre en détail les implications. Moi, j'essaye aujourd'hui, il ne s'agit pas de vous retranscrire ou de faire même pas un résumé du livre, mais je voudrais vous donner juste d'une manière claire, d'essayer de vous faire comprendre les objectifs cachés ou disons, vous voyez, de faire comprendre en fait le but. Je n'entre pas dans les détails parce que sinon je vais faire un live de 5 heures. Et bon, l'objectif n'est pas non plus ici de faire un cours magistral sur l'histoire du Congo ou voilà quoi, ou la politique congolaise, mais d'essayer de permettre à ceux qui ne comprennent pas ou ceux pour qui les choses sont encore floues de poser entre guillemets les fondamentaux. Donc il faut savoir que le Congo, il est face à une situation, il fait face en fait à une agression. Pour redire les mots clairement, simplement. Donc, faut savoir qu'il est l'enjeu, il est vraiment l'enjeu, enfin oui voilà, l'enjeu d'un enjeu, enfin disons il est l'objectif, la cible d'un enjeu machiavélique qui est celui de s'accaparer. Évidemment, l'objectif final, c'est de s'accaparer de ses richesses. Mais pour s'accaparer de ses richesses, il faut le démanteler, le dépecer, il faut faire en sorte, il faut introduire le chaos. Et je vous invite d'ailleurs à lire aussi donc la théorie du chaos, le livre de Patrick Mbeko qui avait été écrit avec notre cher papa Honoré. Vous allez comprendre ces choses-là. Donc l'enjeu, c'est de détruire ce pays. Alors, et là où nous voyons que, comme je l'ai dit, le problème est aussi spirituel, c'est là où on voit la main de Dieu sur ce pays, c'est que malgré tous les efforts acharnés et déterminés, parce qu'il faut comprendre que nos ennemis sont déterminés. Donc ils sont et baza makasi baza batapa mbapambate ba makasi, mais malgré détermination na bango ti lelo bazo kokate. Mais voilà pourquoi il est important, vous voyez, il est important de prendre du recul par rapport à la situation. C'est vrai que on peut avoir, vous voyez, par rapport à la politique, on peut avoir l'avis que l'on veut. Certains, comme moi, on s'est beaucoup battu, etc., sous l'ère Kabila, to Bundi Pensa Makasi, pour dénoncer toutes ces choses, pour dénoncer ces stratégies, pour dénoncer cette politique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase encore pour moi plus critique qui est la patrie est en danger. Le pays est réellement en danger.
À force de se perdre dans des disputes de personnes, de personnalités, vous savez, il y a un deuxième deuxième élément fondamental qu'il faut poser. Le premier, comme j'avais dit, prérequis, c'est de prendre conscience que le Congo est un pays riche culturellement et qu'il existait bien avant les Blancs. Le deuxième prérequis, c'est de comprendre que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où malheureusement, il y a un travail, mais vraiment de fond, de rétablissement des valeurs et des mentalités à faire, parce qu'aujourd'hui, tout est corrompu. Aujourd'hui, je vous dis, ce n'est plus un problème de personne. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que se limiter ou disons s'attarder sur des combats de personnes. Oui, Fayulu azaboye, oh Katumbi azaboye, oh Bemba azaboye, oh Muzito azaboye, c'est, je vous assure mes amis, c'est se perdre. C'est encore faire le jeu de l'ennemi parce que aujourd'hui il n'existe, et je pèse mes mots, peut-être je peux me tromper, mais en tous les cas je le dis, il n'existe aucun politicien correct, comme je dis malamu. Malheureusement, le monde politique est gangréné par cet esprit de gabégie, par cet esprit de corruption et de dire quand est-ce que mon tour arrive pour moi pénalia. C'est-à-dire que chacun a la mentalité, il y a komita la caca, donc que je tire. En fait, c'est une mentalité de fou, en fait, de suicide, même de terre brûlée, de suicide, de dire bon, n'apé chance que nakomape comment dire que n'apé nakoma na mangeoire, nazope par nanga nakende, et ce qui se passe après moi, je m'en fous. Vous voyez la mentalité dans laquelle en fait est engluée l'ensemble de la classe politique congolaise. C'est une mentalité malheureusement voilà, comme je dis, de gabégie, une mentalité de gens d'individualisme, de matérialisme, etc. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui le problème n'est pas qui va diriger le pays demain, que ça soit Fayulu, que ça soit Katoum, peu importe. Je vous dis, prenez-moi au mot. Peu importe Nani Rocha Lobina Mboka, ça sera la même chose. En termes de ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous voyons, les choses n'évolueront pas. Parce que le problème, il est profond, il est dans la mentalité. Il faut que demain, il y ait au pouvoir une personne qui pense à l'intérêt du pays avant son propre intérêt. Avant, c'est ce que je disais quand on blaguait avec le pasteur Bobo sur le débat avec Noël Tiani. Et au passage, je voudrais rectifier quelque chose, s'il vous plaît, que beaucoup de gens ne se méprennent pas. Vous savez, au Congo, il y a 4 langues nationales. Donc, arrêtons de stigmatiser les personnes qui ne parlent qu'une seule langue nationale. Par exemple, alobara lingala te, mais alobara swahili, bien alobara kikongo, bien alobara chiluba. Aza congolais, et zape malamu. Il n'y a pas besoin de maîtriser c'est bien si tu maîtrises les 4 langues nationales. Et en tant que président, c'est encore mieux. Mais si tu ne les maîtrises pas, c'est pas non plus grave. Donc, Noël Tiani, alobara peut-être lingala te, mais alobara chiluba, donc, vous voyez, faut arrêter avec ça, ok? Donc, je referme tout aussi vite la parenthèse parce que, comme je le disais, il y a d'abord, avant tout, un débat de fond à poser. Un débat de fond et surtout un travail d'éducation de fond qui est ce travail de changement des mentalités. Parce que tant que les mentalités ne changeront pas, tu peux mettre demain au pouvoir qui tu veux, ça ne changera rien. Donc aujourd'hui, il faut prendre conscience que nous sommes... Pourquoi je dis que le pays est en danger? Pourquoi je dis que l'heure est grave, Bandeko? Parce que nous sommes face, comme je dis, à un ennemi qui est déterminé et dont l'objectif, c'est de s'accaparer du pays, de le détruire, de le démanteler et de l'occuper. Donc face à ça, le Congolais doit se réveiller. Et il faut que la conscience nationale, un des acquis de la Deuxième République, on peut dire ce qu'on veut et vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je ne me cache pas de dire que je suis fière d'être zaïroise et que j'aime la Deuxième République, malgré tous les torts et les travers que la Deuxième République a initiés et que nous avons connus. Un des acquis a été cette idée, cette unification, cette idée de la conscience nationale. Au Zaïre, nous étions d'abord zaïrois, avant d'être Moulouba, Moukongo, Moutetela, Mouyanzi, Moupende, je ne sais quoi d'autre, Mouyaka. Tozalaki d'abord zaïrois et zaïroises. On était fiers d'appartenir à une nation, la nation zaïroise. Alors, ça ne veut pas dire que
avoir la particularité, je vous dis, toutes ces richesses ethniques, ethnologiques, culturelles sont des richesses fondamentales qui font le ciment, qui font la richesse du Congo. Que tu sois, comme je dis, Mouyanzi, Moutetela, Mou, tout ce que tu veux. C'est très important et c'est bien, sois-en fier. Et je l'ai dit, connais ton histoire, connais l'histoire de ton ethnie, raconte-la à tes enfants. Ça, c'est encore un autre débat. Je referme aussi vite la parenthèse. Mais avant tout, je suis congolais. Et cette notion, cette conscience nationale, c'est ça qu'il faut, les lots, il faut les zonga, il faut que ça soit mis sur le devant de la scène, parce que c'est comme ça que Toro Bunda, ennemi nabiso. Ennemi nabiso a okoka bisote, ceux qui toza conscient de qui nous sommes, et que toza fier ya rosa la congolais. Donc face à ça, il y a une urgence. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est pas qui est au pouvoir. Vous savez, c'est pourquoi je dis, Kobunda Félix, j'allais presque dire c'est un combat, comment dirais-je, c'est un combat qui n'a pas de sens parce que on peut lui en vouloir pour toutes les erreurs qu'il a faites et Dieu sait qu'il en a fait des erreurs et que c'est sa stratégie qu'il a eu de vouloir tendre la main à Paul Kagame, etc. Tous, nous avons vu toutes ces choses qu'il a commises, les actes qu'il a posés, je l'ai dit, je le répète, lorsqu'il s'est incliné devant le mémorial rwandais, ça a été un des chocs pour moi, ça a été la chose la plus insupportable et la chose que franchement, j'aurais du mal à lui pardonner. Bon, c'est sûr que le pardon fait partie de mes valeurs, donc oui, mais c'est quelque chose qui a choqué, vous comprenez? Mais ce qui est bien, c'est que, ok, aujourd'hui, il s'est rendu compte de ses erreurs. À Monique stratégie, nae walinga ki azwa et simbité a changé Kazaka. Alors, vous voyez, c'est là où je dis, voyons d'abord la priorité qui est l'intérêt du pays. Aujourd'hui, le pays est en danger. Aujourd'hui, les agresseurs, en fait, ne se cachent plus. Avant, ils avançaient masqués. Aujourd'hui, ils avancent à découvert. C'est dans ce sens-là que je vous disais que les propos du président rwandais sont des propos qui montrent, qui dévoilent, j'allais dire, à ciel ouvert, la stratégie, l'objectif qu'il cherche. Donc, par rapport à ça, il faut s'unir autour du pays. Donc, les divergences, les machins, les querelles de clochers, après, ça n'a un coup important. Parce que de toute façon, comme je l'ai dit, les lots qui bango na pouvoir, comme je dis, Félix na batona bango, bazolia mongo ya mboka, ils font tout ce qu'on a reproché à ceux qui étaient avant eux. Et je vous dis, demain, même s'il y a élection, demain, il y aura peut-être, je ne sais pas qui va passer, ça sera la même chose. Et nous serons tous là encore à critiquer. Donc, je vous dis aujourd'hui, l'heure est grave. La priorité, c'est de libérer ce pays. C'est d'être enfin libéré de ces ennemis qui n'ont de cesse de vouloir nous détruire. Ok? Donc, tant qu'on a nous, je m'inclus parce que oui, nalobara toujours na congolaise, dans mon thème, je me sens congolaise, donc c'est vrai que je m'inclus dans cette histoire. Donc, par rapport à cela, comme je l'ai dit, il faut comprendre l'objectif. Donc, objectif, vous voyez, de Paul Kagame, c'est un objectif clair d'agression. Et vous savez, c'est là où maintenant je voulais en venir, où je voulais expliquer, mais bon, je vois que le temps passe, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ça en une seule fois, peut-être que je referai un autre live pour expliquer, de comprendre en fait quels sont les mécanismes qu'il a mis en place, quelles sont les stratégies qu'il a utilisées pour obtenir satisfaction. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas Yemoko ou Atelemi un matin à l'oubli que non, il faut attaquer Congo, il faut mettre ya Congo. Bien sûr que non, parce que Yemoko, Sokazaki n'a soutien à Koka Ikosala Moussalawanate. Je vous dis que ce projet est un projet qui se trouve dans les archives. Vous pouvez le voir, Charles Onana l'a fait, donc si lui l'a fait, d'autres peuvent aussi avoir accès aux archives auprès du département d'État, auprès des États-Unis, pour comprendre qu'il y a eu un projet de balkanisation de ce Congo. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fable, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé dans la tête de je ne sais qui, c'est une réalité. Et ce projet s'est mis en place sûrement, mais solidement. Et nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Donc, Mutuana, yé objectif naé, yé aza mutumoko. Bon, c'est pas pour rien que Tobengakaye, Hitler africain, etc., le mal en personne et tout ce qu'on veut. Parce que oui, lui, il a été, je pense, élevé dans un mythe qui est le mythe de ce fameux empire Ima-Tutsi. Ce mythe dans lequel beaucoup, malheureusement, de nos frères Tutsi aussi ont grandi.
Bon, les mythes, c'est pas mauvais, hein, ça aide. Nous aussi, nous avons en France le mythe de Napoléon, nous avons, bon, en soi, un mythe, c'est pas une mauvaise chose. Être fier de sa culture, être fier de son identité, donc on peut pas en vouloir à nos frères Tutsis d'être fiers de, entre guillemets, leur histoire ou de leur mythe identitaire. Mais là où ça pose problème, c'est que quand ce mythe-là veut devenir ou veut s'imposer chez les autres, veut exister au détriment des autres. Et c'est là où il est important de connaître, comme je l'ai dit, l'histoire. Quand tu connais l'histoire, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de choses fausses et falsifiées qui ont été dites par rapport à ces histoires de frontières. Donc, ce que le président rwandais réclame en disant que oui, le Congo a pris des possessions rwandaises, etc., c'est une aberration. C'est une aberration. Je voudrais dire à ce monsieur qu'il aille un peu étudier l'histoire et qu'il va se rendre compte que c'est plutôt le contraire, que c'est plutôt le Congo qui devrait réclamer, que le Congo a cédé des terres, des territoires, donc au royaume ou disons à l'empire rwandais. Alors, il faut comprendre que pour comprendre aussi la constitution de ces frontières, il faut connaître cette histoire qui est vraie et complexe. Il faut savoir que ce qu'on appelle aujourd'hui le Rwanda, le Burundi et notamment la Tanzanie était en fait à la fin du 19e siècle, après la conférence de Berlin, était territoire allemand. Alors on a oublié ça aujourd'hui parce que l'Allemagne c'est loin, mais sachez que l'Allemagne, l'empire allemand qui était un grand empire, l'empire donc du Wilhelm, de König Wilhelm, comment on l'appelle, Guillaume, c'est un empire qui était puissant et ils avaient donc des colonies en Afrique, notamment l'Afrique de l'Est. Et c'est d'ailleurs, ça a souvent été un point de contact et comment dirais-je, de friction avec l'Angleterre. Et aussi en Afrique de l'Ouest. On oublie que le Togo, que le Cameroun étaient des possessions allemandes. Donc, il faut comprendre que les contacts et entre notamment la Belgique et l'Allemagne au moment de la Première Guerre mondiale, les choses étaient très, très, très envenimées. C'était pas des rapports très gentils. Oh, mon frère, mon... Non. Ezalaki penza, rapport moko makasi. Alors, c'est vrai que en Afrique, la Première Guerre mondiale, entre l'Allemagne et la Belgique, s'est jouée vraiment sur le terrain. Alors qu'en Europe, peut-être, belge, qui, comment dirais-je, s'impliqua, qui trottait la Première Guerre mondiale, mais sur le terrain en Afrique, c'était tout autre chose. Les Allemands ayant cet esprit, ça c'est vrai, bon, faut le dire, hein, bon, ce sont mes cousins, mais Naolobango sans problème, parce que la mentalité allemande, c'est bon, comme beaucoup de, enfin, je ne veux pas faire des généralités parce que je voudrais pas tomber dans des caricatures, mais c'est vrai qu'il y a une volonté d'hégémonie, une volonté, il y a un aspect belliqueux qui est quand même là, et pas Nabango. Et nous l'avons vu, parce que l'empire, comme je dis, de Guillaume, l'empire allemand, donc qui a été constitué en 1870, est un empire qui était un empire extrêmement agressif et qui cherchait évidemment à étendre son territoire comme vous allez me dire, comme tout empire, lorsque voilà, on est responsable d'un empire, on veut diriger un empire, on veut toujours étendre le territoire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais les Allemands en Afrique voulaient garder leur position et donc ont commencé à attaquer, il faut savoir ça c'est très important, ont commencé à attaquer les possessions belges à l'époque, donc ce qui était sous l'empire belge, les possessions belges, et notamment les fameux îles d'Idjoui, qui ont toujours été convoitées, et toute la région en fait a été constamment attaquée, pilonnée. Alors au début les Belges ont réagi, mais effectivement après il faut comprendre que non, on ne peut pas se laisser faire ainsi. Les Allemands ont pris des possessions, ont réussi à mettre main mise sur certains territoires, dont les îles Idjoui. Et à ce moment-là, les Belges ont décidé de rentrer dans, j'allais dire, la bataille. Mais évidemment, et c'est ça qu'il est très important de rappeler, et heureusement que certains historiens congolais et d'autres font ce travail, que si les Belges ont su repousser les Allemands et ont su gagner, reprendre des territoires, voire même jusqu'à... Vous savez que les Belges, enfin, ont annexé Kigali, on sont arrivés jusqu'à Kigali, qu'on récupérait Kigali, mais évidemment, ça n'aurait jamais pu se faire sans
le soutien, j'allais plus que le soutien, sans l'implication des Congolais. Parce que ce sont les soldats congolais sous, comment dirais-je, sous l'empire, enfin sous la direction évidemment des officiers blancs, mais ce sont en grande majorité, il y a eu plus je pense plus de 30 000 Congolais qui ont été impliqués dans ces guerres. Ce sont eux à qui il faut tirer le chapeau aujourd'hui, à qui il faut dire respect, à qui il faut dire bravoure. Ce sont eux qui ont défendu leurs terres, qui ont récupéré leurs terres et qui sont allés jusqu'à cette fameuse victoire de Tabora dont tout le monde se souvient. Ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Il faut rappeler à l'histoire que ce ne sont pas les Belges qui ont gagné la guerre qui a eu lieu dans ces régions. Ce sont les Congolais eux-mêmes. Ok, sous la direction des Belges et tout ce qu'on veut, mais ça, vous voyez, c'est toute l'histoire aussi de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. On a tellement occulté l'implication des Africains, leur apport dans ces guerres. Et d'ailleurs même le fait que ce sont des apports qui ont été même décisifs, parce que sans leur apport, je pense qu'on n'aurait peut-être même pas, en tout cas pour la Première Guerre mondiale, on n'aurait pas connu les victoires que nous avons connues. Et même dans la Seconde Guerre mondiale, bon, je ne veux pas entrer dans les détails, c'est un autre débat. Mais je reste, moi, donc, à ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Donc, le terrain des offensives, sur le terrain, ce sont les Congolais qui ont reconquis ou qui ont rebooté, comme on dit, repoussé les Allemands dans leur retranchement et voire même sont allés plus loin jusqu'à conquérir Kigali. Donc c'est pour vous montrer jusqu'où était l'avancée congolaise, hein, belge entre guillemets, par le truchement des soldats congolais. Donc il faut comprendre que cette problématique des frontières, c'est une problématique qu'il faut connaître pour pouvoir être là, commencer à dire des choses qui sont des absurdités, sans nom. Donc, lorsqu'il y a eu ensuite, évidemment, la fin de la Première Guerre mondiale, donc la victoire des forces alliées, dont les Belges faisaient partie, vous savez ce qui s'est passé. Les Allemands ont été déchus de tous leurs droits, et notamment des colonies. Et toutes les colonies allemandes ont été réparties par les grandes puissances. Et pour nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la région de l'Est, a été donnée sous tutelle à la Belgique. Et donc, le Rwanda, le Burundi, une partie de la Tanzanie, s'est retrouvé sous tutelle belge. Donc, la Belgique s'est retrouvée avec deux grands morceaux. D'un côté, le Congo, et de l'autre côté, le Burundi, le Rwanda, pardon, toute cette région orientale. Donc, lorsqu'on commence à comprendre ça, on commence à se rendre compte que toutes les revendications rwandaises sont des revendications qui ne tiennent sur rien de vrai, de concret, qui sont à mettre à la poubelle. Le problème des Rwandais et du Rwanda, c'est quoi? Et de ce cher président, c'est que justement, oui, il se rend compte qu'il est responsable d'un petit pays et qu'il est à l'étroit, et qu'il a besoin d'espace, et qu'il a besoin de plus, voilà, il a besoin de terre, soyons clairs, problème nae, mboka nae, kokite, et azo mona ke mboka, ils a trop petit, ils a moqué trop, donc on a besoin que mboka wana et comme munene, et il vit dans un rêve, comme je l'ai dit, cette histoire de l'empire, Tutsi, Matutsi, etc. Lorsque vous étudiez, je vous ai donné ces livres, vous lisez Jean-Pierre Chrétien, vous lisez Jean-Pierre Chrétien, vous lisez Jean Vansina, vous lisez Émile Moreau, dont je vous ai parlé, vous allez voir que tout ce qu'il vous raconte sur l'histoire du royaume du Rwanda, etc., ce sont des foutaises. Ce sont des foutaises. Cette histoire qu'il y avait un royaume énorme qui allait jusque, je sais pas, à l'intérieur des terres du Congo, et Zalaka Buzoba, et Zalaka faux. Mais pour pouvoir le contredire, pour pouvoir, voilà, il faut koyeba. Yangona dindenge tolobaka koyeba isa, kozanga koyeba isa liwa yandamu isa ya solo nde konanga. So koyebi histoire wanate, on comprendre problématique yambokate. Donc, vous voyez, ce qu'il a fait, c'est d'abord déjà d'établir ce mensonge que oui, il y avait un grand empire Ima-Tutsi qu'il faut rétablir, que cet empire a existé, etc., et que c'est notre droit, nous devons récupérer nos terres. Tout ce discours de récupérer nos terres, c'est une foutaise. Il n'y a aucune terre à récupérer. S'il y a des terres à récupérer, ce serait à la rigueur les Congolais qui devraient dire on doit récupérer nos terres. Nous avons des terres à récupérer. Mais bango, bana terre à récupérer. Et donc, dans ce livre, le dernier livre de Charles Onana, que je vous encourage à lire vraiment, absolument, vite, vraiment aller vite courir, l'acheter,
il va vous expliquer en fait toutes les stratégies que ce pays, le Rwanda en l'occurrence, enfin Paul Kagame, parce que j'aime toujours bien faire la différence entre le peuple rwandais et Paul Kagame, parce que nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais, nous avons des problèmes avec Paul Kagame, avec le président du Rwanda, qui a décidé de mettre sur pied une stratégie que nous refusons de toutes nos forces et que nous devons dénoncer. Et c'est toutes ces stratégies qu'il a mises en place pour pouvoir en fait arriver à ses fins, et avec évidemment la bénédiction de la communauté internationale, puisque, comme je l'ai dit, ce sont eux qui sont les commanditaires de ce cher monsieur. Donc, ils ont fermé les yeux sur ce qui se passe au Congo. Voilà pourquoi il y a une omerta. Au Congo, nous avons un deuxième génocide. Ces choses-là, nous devons les dire et les redire. Vous avez suivi, et je fais un coucou, un salut à Maître Reti Amoulik, vraiment un homme que j'aime beaucoup, parce que ça, c'est un combattant, un vrai, qui s'est battu pour pouvoir établir un tribunal pénal international sur le Congo. Vous vous rappelez cette histoire lorsqu'il a réussi à réunir ensemble les différentes marraines, donc des femmes de poids, comme on dit, Bassi Penza, il y a Mozindo, Bassi, il y a Kilo, intellectuellement parlant, je veux dire, et sur, voilà. Et pour pouvoir, donc il a fait un travail de lobbying énorme qui aurait pu réussir et qui allait voire même réussir, parce qu'il faut savoir que entre la politique africaine de Nicolas Sarkozy et la politique africaine de François Hollande, il y avait deux mondes, j'allais dire même presque opposés. François Hollande, lorsqu'il est arrivé aux affaires, bon, l'Afrique, c'était pas trop son dada, donc il connaissait entre guillemets pas grand chose, et donc oui, et bon, enfin bref, je connais un peu bien quand même la question, puisque ayant été, enfin bon, je vais pas trop parler de moi, bref. En tout cas, lorsqu'il est arrivé, comme j'ai dit, aux affaires, sa position, elle n'était pas du tout pro-Kagame. C'était même au contraire, il a plutôt été, il se disait, il avait plutôt une position peut-être pro-Congo. Mais malheureusement, il s'est vite fait, comment dirais-je, avoir par les lobbying, parce qu'il faut savoir que Batouana, Bana, lobbying m'a cassé. C'est pourquoi je vous dis, Banguna, Nabuso, nos ennemis, sont très bien organisés, structurés, et ils ont, comment dirais-je, ils ont développé des tentacules pendant de nombreuses années. Et donc, ça paye, évidemment. Donc, Yangwana Sikoyo, la France, ailleurs qu'au monde, bon, en fait, c'est à l'ère de François Hollande que les choses ont un peu basculé, parce que, rappelez-vous, 2012, lorsqu'il était question de faire le sommet de la francophonie à Kinshasa, François Hollande était très déterminé, ne voulait absolument pas rencontrer donc Joseph Kabila, etc. Donc c'est pour dire qu'en fait, il y a eu à un moment donné un équilibre qui s'est joué et qui malheureusement a joué en notre défaveur, parce que voilà, là où on aurait pu gagner, entre guillemets, pour dire clairement, on a perdu, donc au détriment du camp de ceux qui sont les défenseurs de Paul Kagame et de tous les autres. Donc ce qui fait que lorsqu'on comprend toutes ces stratégies, on comprend pourquoi il est très difficile aujourd'hui d'accepter la crise congolaise, d'accepter qu'il y a eu un génocide. Et c'est pourquoi Bisso Bakole, il faut qu'on le répète, qu'on le dise, qu'on le redise, comment dirais-je, voilà, il faut aujourd'hui qu'on ne mâche plus les mots. Il y a génocide, il y a eu génocide. Des massacres, ça continue jusqu'aujourd'hui. Et nous devons taper du poing sur la table pour dire ça suffit. Et nous devons démanteler un à un les arguments de nos ennemis, les arguments contraires. Le premier argument, ça avait été de dire, oui, nous devons rentrer au Congo parce que, vous avez vu là-bas, il y a encore les gens des FDLR en 1997. Rappelez-vous, la raison de pourquoi de l'invasion, de l'agression, c'était soi-disant pour démanteler FDLR ou autres semer trouble. Et qu'est-ce qui s'est passé? Déjà en 1997, il y a eu, les organisations internationales ont fait des rapports, il y a eu des rapports avant le fameux rapport Mapping, il y a eu d'autres rapports qui ont témoigné, attesté des massacres, attesté qu'ici, il ne s'agissait pas de s'attaquer au FDLR, mais il s'agissait bien d'un génocide retour. Tous ces réfugiés, c'est vrai qu'on s'est retrouvés après 1994 avec des millions de réfugiés à Katiamboka. Ces réfugiés-là ont été purement et simplement massacrés. Donc, il y a eu, après 1994, il y a encore eu un génocide. En 1997-98, premier génocide. Donc, dans ce génocide-là, malheureusement, il n'y a pas eu que des Rwandais qui ont été massacrés, mais beaucoup de Congolais. Ça a été étouffé, mis sous silence, il fallait surtout pas en parler. Et les quelques personnes qui osaient parler, tout de suite, on les dénigrait, on les traitait de fous, etc. Mais ça, c'est la réalité. Ensuite, qu'est-ce qui se passe?
toujours avec cet argumentaire que, oh voilà, Bisso Penza, on est là parce que trouble les alliés, parce que Tolingi te protéger, pouvoir Nabiso, etc. Ils ont compris qu'à un moment donné, cet argument pouvait plus tenir. Au bout de 20 ans, il y avait plus d'FDLR, il y a plus de génocidaires soi-disant aller pourchasser. Donc maintenant, et c'est pour ça qu'ils ont... Vous savez, il faut comprendre, quand tu comprends cette logique, au Simbi Mutu, Lobika Kanzambenka, Kanzambe, Nangaye, Sunga Biso, parce que c'est tellement machiavélique. Première stratégie, invasion du pays, et donc pour envahir un pays en même temps avec une stratégie d'occupation. C'est là où il fallait que tout décimer la population. Donc notre génocide, nous l'avons. Donc toutes ces populations de l'Est, etc., en même temps que les camps étaient massacrés, en même temps massacrer la population, parce qu'en fait, à chaque personne qu'on massacre, on remplace. Donc première stratégie, invasion, occupation. Troisièmement, remplacement. Pendant toutes ces années, Batoana Penza se sont acharnés à occuper, entre guillemets, à remplacer les populations autochtones par eux-mêmes et à trouver, et c'était ça c'est la perfidie du raisonnement. Il y a des populations, comme on dit, enfin, quand vous connaissez l'histoire de cette région, vous savez qu'il y a eu beaucoup de mélanges, etc. Et donc, oui, nous avons des populations, entre guillemets, originaires rwandophones, tutsiphones, hutuophones, tout ce que vous voulez. Donc, le Kinyarwanda est parlé dans la région. Mais eux, ils ont cristallisé, ils ont pris ces populations-là, même en otage. Et certains, d'ailleurs, très peu, mais certains qui osent parler l'ont dénoncé. Et puis, souvent, ils terminent massacrés. Ont été pris en otage pour être instrumentalisés en disant maintenant, parce que ça c'est le discours actuel maintenant, ce sont des minorités, vous savez, c'est le fameux Banyamulenge, etc. Besoba, minorité congolaise, Tozaba Tutsi, mais Tozaba Tutsi congolais. On a essayé pendant ces dernières années, on a voulu nous faire croire que nous sommes des Tutsis congolais, qu'il existe des Tutsis congolais, que c'est des minorités, qu'il faut défendre les minorités, qu'en fait on défend nos terres. Donc, on défend nos terres. Et aujourd'hui même, avant, on le faisait encore un petit peu d'une manière cachée, mais aujourd'hui, c'est même, on ose même réclamer les terres. Aujourd'hui, dans les discours du président rwandais, on l'a vu, c'était ça le discours qu'il a fait à Cotonou. Discours, on réclame la terre. Donc, ils ont terre nabiso. Ok, partagez s'il vous plaît, partagez ce direct. Donc, bazo réclamer terre. On a discours, il y a les lots. On en est arrivé à réussir à implanter cette idée que non mais c'est absolument incroyable. C'est là où je dis mais Congolais, réveillons-nous, mes amis, réveillons-nous, la moukande konanga. Comment tu peux accepter qu'on va te faire avaler un discours que c'est comme si moi, nganaza autrichienne, que demain quelqu'un arrive à me faire croire que moi qui suis autrichienne autochtone de ces pays n'a commis moupaya. Je suis étrangère de mon propre pays. Et c'est exactement la stratégie que Batoana Basali, en se faisant passer pour des autochtones, s'il vous plaît. Alors, et je vous disais, je me rappelle dans les différentes émissions que je faisais, je vais tirer la sonnette d'alarme en vous disant, ces gens-là, ils cherchent à faire ce qu'on appelle la stratégie du remplacement. Je vous assure, la stratégie du grand remplacement, c'est pas simplement une élucubration d'Éric Zemmour par rapport à la France, c'est exactement ce qui est mis en place par rapport au Congo. La stratégie du grand remplacement. Ça a été la deuxième phase. Je vous avais dit, première phase des Alaki, occupation, extermination, etc. Génocidation, et c'est ça, génocide qu'on a vécu. Mais après, tu continues la deuxième phase. Il y a remplacement, stratégie à remplacement. C'est-à-dire que cette stratégie de la terre brûlée, donc on élimine tout le monde et on remplace sur les terres par des gens qui sont pas des autochtones, mais qui, avec le temps, se font passer pour des autochtones en se mélangeant avec des autochtones qui étaient des autochtones, entre guillemets, étrangers, parce que Bangope, Utaki, du Rwanda au 18e ou je ne sais quel siècle, vous savez, bon, c'est cette complexité-là que les gens se servent. Ennemi Nabiso Bazo, c'est servir. Et comme le Congolais Aebi est l'autre côté, Aebi histoire n'a été, je ne veux pas dire qu'il gobe, mais d'une certaine manière, il est démuni.
Ils n'arrivent pas à contrecarrer la stratégie ou à contrecarrer la parole, comment dirais-je, la parole, quoi, je veux dire, donnée, parce qu'il n'a pas les éléments. J'ai toujours dit, mes amis, il faut avoir des éléments, il faut apprendre à débattre, il faut apprendre à argumenter. Ce qu'on a pas élémenté, au coquille, au contrecarrer mensonge, donc tu vas dire oui c'est faux, mais tu vas être émotionnel parce qu'effectivement, émotionnellement, intuitivement, tu comprends et tu sais que c'est faux ce qu'on est en train de te dire, mais tu es démuni parce que aux argument. Et à un certain niveau, on n'est plus dans l'émotionnel, il faut être au niveau de l'argumentaire. Et niveau wana en tout cas, ennemi n'a pas m'a cassé. Et voilà pourquoi ils ont détruit. Enfin, quand tu comprends ce que, non, ces gens-là, s'infiltrer qui n'a mot cannabis depuis longtemps. Ils se sont servis de tout ce que le Zaïre avait de meilleur en termes d'éducation, en termes d'instruction, etc., etc., pour retourner ces armes-là contre nous aujourd'hui. Parce que justement, en appauvrissant le Congolais, quand je parle de l'appauvrir, je parle pas du côté finance. Je suis pas dans les finances, je suis dans l'intellectualisme, dans la richesse intérieure. Instruction, ce qu'on baby penza instruction, baby nyon surtout. Et donc, ce qui fait que le Congolais n'a plus les armes aujourd'hui. Heureusement qu'il y en a encore plein. Et merci Seigneur, que Dieu les bénisse, qui sont là, qui ont quand même encore tous les produits de la Deuxième République, qui sont là, qui sont dans l'ombre. Les lots quand même aujourd'hui, ils commencent un peu à sortir, à parler, parce que c'est important. Je vous dis, c'est important. Voilà pourquoi un gars comme Charles Onana, franchement, il faut tomber telaï ma boko. Et d'ailleurs, ça serait une réponse à Monsieur Tchani, de père et de mère. Charles Onana, ça ni de père ni de mère. Mais talanenga linga kamboka, peut-être même kutu kolekayo. Bon, ça c'est une parenthèse, je blague. Hein. Je blague, je n'ai rien contre Monsieur Tchani, c'est pas ça. Mais c'est pour faire comprendre que le vrai débat, il est ailleurs. Il est ailleurs, il est au niveau du cœur, il est au niveau de l'amour patriotique, il est au niveau de l'engagement, c'est toutes ces choses. Enfin bon, bref, ça c'est... Et ça, débat mon sous-sous. Je reviens à ce que j'étais en train de dire par rapport à la stratégie Nabango. La stratégie du remplacement, c'est la stratégie dans laquelle on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, face aux institutions internationales, vous savez, j'ai toujours dit faut y clé mindele bazala batu penza so comprendre nenge ba fonctionnaka oko manipuler bango kutu bien. Mobutu l'avait compris et Kagame, bon, il faut le dire, il l'a compris. A yebi nenga ko manipuler ba mindele et c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, vous savez, la première chose par laquelle il a commencé, c'est d'essayer de faire taire toutes les voix dissidentes. Alors là, je parle pas au niveau politique, les nombreuses personnes qu'il a assassinées. Je parle même d'un point de vue intellectuel. Toutes les voix intellectuelles dissidentes qui étaient en train de remettre en cause ces théories au travers d'écrits, au travers de conférences, au travers de livres, à Meki Penza ko étouffé bango. Les faire passer soit pour des uberlulus, soit pour des gens qui ne savent pas. Il en a remis une couche avec, vous savez, le fameux rapport, enfin, Duclerc, la fameuse commission d'enquête Duclerc, là, qui a eu lieu il y a 1 an ou 2 ans, je crois, qui est venu encore, comment dirais-je, renforcer ses théories, son discours sur la victimisation du génocide Tutsi. Et la pire des choses qu'il a faites, ça, les gens, il faut vous alamailler, les beaux comprendre, Penza. Vous savez, au début, en 1994, on parlait du génocide rwandais. On ne parlait pas du génocide Tutsi. On parlait du génocide rwandais. C'est-à-dire que oui, sur les 800 000 personnes à peu près qui ont été massacrées en si peu de temps, c'est vrai qu'une grande partie étaient des Tutsis. Ça, personne ne va le contester. Et il ne s'agit pas de contester cela. Mais il n'y a pas eu que des Tutsis qui ont été massacrés. Il y a aussi eu des Hutus modérés, voire même des Tois. Mais en tout cas, des Hutus modérés, il y en a eu. Donc aujourd'hui, on a toujours parlé au niveau des instances internationales du génocide rwandais. Il n'a jamais été question du génocide Tutsi. Même si ils ont été, comment dirais-je, ce sont eux qui ont été les plus massacrés. Mais on a parlé du génocide rwandais. Et qu'est-ce qu'a réussi à faire Kagame petit à petit au fur et à mesure des années en 2020, donc il y a 3 ans? Il a réussi maintenant à faire accepter, après en plus un long combat, parce que il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Il a réussi à faire accepter cette notion que l'élo, lorsqu'on parle de 1994, on parle du génocide Tutsi. Et aujourd'hui, il faut parler du génocide Tutsi. On a donc effacé, occulté les Rwandais, les Hutus modérés qui ont été massacrés, Bangoku, tout cela, ils sont passés à la trappe de l'histoire. Aujourd'hui, on parle du génocide Tutsi. Et ça, c'est une subtilité, mais qui a tout son poids. Et lorsque tu comprends, il faut en avoir exprès de discernement pour comprendre, pour déceler vers quoi on essaye de nous amener. Donc, c'est vraiment important, cette falsification de l'histoire.
elle se fait d'une manière insinueuse. C'est-à-dire que, bien sûr, Aroya t'es avec ses gros sabots parce que ça serait trop visible. Mais il vient d'une manière pernicieuse et insinueuse de trafiquer des nuances. Ouais, nuances. Là, on parle pas de Jésus de nuances, mais on parle des nuances. Nuances, c'est ça. Ce sont des petits détails qui peuvent changer, qui bout à bout, mis l'un après l'autre, peuvent arriver à une complète manipulation et trafication de l'histoire. Donc, Yangwana Bandeko, il est important de connaître. C'est pourquoi j'ai dit les lots, il faut tout solo la RDC en profondeur, que na reprendre la émission nanga, au sujet Mboka parce que c'est trop important, il faut tous la éveiller. Il faut tout comprendre l'Ikambo, il faut tout comprendre ce à quoi nous sommes en train de faire face. Et il est temps de taper du poing sur la table, mais d'une manière forte, vous savez, pas d'une manière en désordre, pas d'une manière yabouzoba. Et c'est pour ça, pendant tant d'années, on rigolait de nous, parce que naning peut tout ça là qui combat, tout ça, Hermoko, dérive, et zala qui trop, bouzoba les zala qui trop, bon. Et je l'ai toujours dit aussi, c'est vrai que nous avons, nous, comme j'ai dit, bisoba intellectuel, bisoba toamaye, les bisoba topenza ou tangaka, nous avons une part de responsabilité parce qu'à un moment donné, on a laissé le devant de la scène à des idiots. Bon, excusez-moi, je suis un peu forte, mais faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui fait que, Hermoko, c'est vrai que tu as joué rôle na bisoté. Donc, il est temps maintenant que Moutounio surtout a joué rôle na ya telema, azala na couloir nae, asala makambo, a lobaka. Il est temps que, comme je dis, peuple congolais, il faut être telema d'une seule main, d'une seule voix, de comprendre que non, Toboyi Penza, vous savez, le combat, il se mène pas qu'avec les armes. Oui, beaucoup disent, oui, il faut tout ça là, il faut qu'on déclare la guerre au Rwanda et tout. Bon, on peut déclarer la guerre au Rwanda, c'est pas un problème, il n'y a pas de mal à ça, mais tout le monde qui est dans les faits, militairement parlant, il faut quand même que tu réalises que Etos à la penza sincère, que militairement parlant, il est pendant ce temps-là, pendant toutes ces années, il s'est équipé. Pendant qu'il bisoto lalaki, qu'il bisoto, je sais pas, qu'on se faisait avoir, qu'on se faisait manipuler, pendant qu'on a essayé, bon, vous savez très bien qu'avec l'arrivée de l'AFDL au pouvoir, à partir de ce moment-là, on a cherché à complètement détruire l'armée congolaise. Et c'est un fait. L'armée a été détruite sciemment. Même si les lots, et nous avons eu des vaillants combattants, quand on pense à Mamadou Ndala, paix à son âme, vraiment, qui s'est battu, qui est mort pour sa terre, et tant d'autres qui ont donné leur sang pour la terre congolaise. Il faut Hermoko, to comprendre que, il faut to bunda, ici, katokori ko bunda. C'est pas mal, vous voyez, il y en a qui reprochent, ouais, mais pourquoi Félix a déclaré guerre à Kagame? Bon, parce que je pense que bon, il a le dossier entre les mains, réalité, mais il y a pensa réalité. Donc, il fait ce qu'il peut faire, c'est à nous de prendre, comment dirais-je, la relève et de vraiment continuer ce combat, de le mener d'une manière forte. Et cette manière forte, c'est déjà en parlant, déjà en dénonçant, déjà en rétablissant la vérité, en contre-argumentant. Vous voyez, il y a une conférence là qui va avoir lieu, je crois, la semaine prochaine à Bruxelles, le professeur Kalala. Je vous invite vraiment à aller, si vous pouvez, en tout cas vous qui avez la chance d'être à Bruxelles, moi si je pouvais être là, qu'est-ce que je donnerais pas pour y être, allez, qui va justement un peu rétablir aussi les vérités sur ces histoires de frontières, etc. Donc, Bandeko, vraiment, ils ont très très important, il y a qu'au yeba pensa histoire en boka, ce qui to yebi histoire en boka te, on ne saura pas se défendre. Et il est temps qu'on se défende. Il est temps que, vous savez, et puis ça rakana, quand tu vois Moutouan Nazo Sakana Nabiso, Mouta Nengewana, c'est vrai, tolobara petit pays boy, azo Sakana Nabiso neti ba banamike, neti ndembo. Donc, et comme neti biso, to comme ndembo na maboko na c'est pas normal. C'est pas normal. Et ça va bilong moko. Ça peut plus, on peut plus accepter ça. Non, c'est inadmissible. Et il faut qu'on fasse notre part. Nous avons aussi la part nae. Oui, Dieu est dans l'histoire. Dieu, il y a le soleil là qui m'embête un peu. Dieu est dans la place. Mais Dieu ne va pas tout faire, comme on dit, tout seul. Il peut, bien sûr, mais il a toujours, ceux qui connaissent bien la Bible savent que Dieu agit toujours, au travers des hommes. Donc, si les hommes se bougent pas, ceux qui va télémiter, ceux qui congolais pour nous a décidé qu'il faut au bunda, nous avons peur au sale et l'autre côté. Donc, il faut que chacun fasse sa part, Bandeko. Donc, voilà un petit peu, et là, qu'on a l'ingénieur qui naïb Sabino. Vraiment, je vous invite à lire, s'il vous plaît. Je sais que le Congolais n'a pas mais franchement, là, vous en avez choisi. Tanga. Il y a beaucoup aussi de choses grâce aux nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses sur des documentaires
sur YouTube. Enfin, il y a beaucoup de moyens aussi d'apprendre ou de connaître des choses en regardant des vidéos, des choses comme ça, ce qui vraiment l'ingare autant à te. Mais autant à pensa, ezalaka vraiment fondement, il y a makamwe belé. Donc, voilà, Bandeko, to comprendre que, pour résumer ce que j'ai dit, il est temps de comprendre que nous avons affaire, 1, à une agression, 2, à une occupation, 3, à une volonté de démantèlement, de dépeçage, 4, à une volonté de s'accaparer en fait ce grand pays, parce qu'il faut savoir que Apeti à Ntouana ne s'arrête pas qu'à l'est. Et Komiti Nakatiamboka. Et vous avez vu tous les conflits qu'il y a à l'intérieur du pays, ce sont des conflits qui ont été instrumentalisés, qui ont été agencés par lui. Rappelez-vous, quand je vous ai dit, je vous avais averti, rappelez-vous, il y a quelques années, nous avons vu cette espèce de progression de soi-disant de pasteurs, d'éleveurs là qui ont traversé Ngombe Nabango, tout le pays pour aller jusqu'au Bandundu, pour aller jusqu'à l'Équateur, pour aller jusqu'au Bas-Congo. Mino Bozo Kanisa Nin. Mino Bozo Kanisa que ce sont vraiment pasteurs au Penza Baleki. Non! Je vous dis, mes amis, Bazala qui Penza Batamampinga. Ce sont des soldats déguisés au Penza Bazo traversés pour s'installer. Et quand ils sont installés sur les différentes terres, au Bandundu, à l'Équateur, au Bas-Congo, qu'est-ce qu'ils font? Ils excitent des querelles, ils excitent comment dirais-je, ils veulent que les populations se soulèvent les unes contre les autres. Et nous avons vu des choses terribles. Moi, franchement, quand j'entends les massacres entre les Bateke, les je sais plus quoi, donc il y a eu au Bandundu, les horreurs qu'il y a eu, etc., ou même en Équateur, je me dis, mais Bandeko, ça, c'est la culture n'a sauté. Ça, c'est pas de l'histoire. Oui, il y a eu, dans l'histoire, même dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des royaumes, tu vas entendre parler que oui, il y a eu des guerres, des choses comme ça, bien sûr, ça, et ça, la marque partout, mais pas à niveau, n'enge penza, tozo, monango, lelo, pas à niveau, ça, c'est pas culture, et ça, culture, même ça, bah, congolais. C'est pas la culture congolaise, cette histoire-là, de peuples qui se massacrent. Wana penza, et sa mentalité, oh, et outils, musika, hein, oh et outil penza binotu boye bisika et outil et sa mentalité n'a bu sauté. Donc franchement ouais, bien sûr. Alors attends, je vois que Boza est belé, na comment commentaire na bino papa Yves Makamazo Loba. Toujours des commentaires très pertinents. Yves Wabola. Donc Kagame, son speech à Cotonou remet carrément en question, exactement, même sans s'en rendre compte. Papa, il remet même pas là, il l'a dit lui-même. Aloba Kiango à un autre moment, il a d'ailleurs dit il a même fait comprendre qu'il aimerait remettre en cause l'intangibilité des frontières, et c'est-à-dire qu'il faut refaire une conférence Berlin-Bis. Yemoko Aloba Kiango, je me souviens plus, c'était il y a quelques années aussi, Aloba Kiango. Donc, tous à la penza conscient de ces choses-là. Et vous savez, le problème c'est, il y en a qui seraient tentés de le suivre, parce que c'est vrai que c'est tentant de se dire, bon, yeah, ces frontières sont parfois tellement absurdes que c'est normal que des Africains aient envie de dire, mais on en a marre de vivre, on nous a imposé des frontières qui ne sont pas en rapport avec notre histoire, etc. Tolignan Souté, il faut qu'on revoie tout ça. Je peux comprendre. Mais quelque part, à l'heure actuelle, c'est vraiment une boîte de Pandore. Même moi, je suis frustrée parce que moi, j'aimerais militer dans ce sens-là aussi, dire oui, mais il faut qu'on arrête ça, qu'on refasse l'Afrique, qu'on refasse les frontières. Mais ce qui t'offendit un peu 2-3 secondes, c'est vrai que ça deviendra un peu compliqué. Je veux pas dire que c'est presque irréalisable, mais franchement, je suis pas sûre que le résultat obtenu soit un résultat positif et que ça va pas nous entraîner dans un chaos encore plus total. Donc voilà quoi, comme tu dis, il ouvre la boîte de Pandore. Alors, qu'est-ce que je vois? Matos de Jorine, bonjour. Mathieu Chibango, allo Binini. Vous avez finalement compris que Fachi fait de son mieux pour l'armée congolaise. Cet homme est un don. Bon, papa Mathieu, je comprends. Yo zalara Fachi, yo zalara, comment dirais-je, fanatique à Fachi, c'est très bien et c'est tout à fait ton droit. Mais bon, voilà. Tozo, nous, on reconnaît les choses. Vous voyez, moi, je suis pas dans l'émotionnel. Je suis pas dans le fanatisme. Le fanatisme ne mène nulle part. Je suis fanatique de Jésus, c'est tout. Oui, là, oui, Naza fanatique à Yesu. Mais le fanatique d'un homme n'amène nulle part. Fachi, comme tu dis, il fait de son mieux, je pense, sincèrement. Je pense qu'il fait ce qu'il peut. En tout cas, ce dont je suis convaincu, ce dont je suis sûr, il aime son pays, c'est un patriote. À sa manière, Nanengenaye, comme je l'ai dit, avec ses stratégies qui sont parfois complètement, voilà, voilà, bon, mais il fait aussi ce qu'il a avec les conseillers qu'il a. Donc, il est entouré de gens qui lui ont peut-être conseillé cette stratégie de tendre de la main tendue avec Kagame, mais bon, voilà quoi, je veux dire, son entourage n'est pas forcément peut-être, il a peut-être pas les meilleurs conseillers autour de lui. Enfin bon, bref, peu importe. C'est pas tellement
savez, ces histoires-là, c'est pas la priorité du moment. Bandeko, sincèrement, je vous le dis, même si, bon, c'est pelaté, bon, critiquer, c'est pas la priorité du moment. Pour l'instant, c'est vrai, Tozala Nasima Nae, na Sanswana, parce que, on a besoin d'un minimum d'unité, d'un minimum de solidité pour combattre définitivement nos ennemis. C'est ce qui t'a créé, chaos nakati, chaos sur chaos, ça va, voilà, ça amènera à rien de bon. Donc voilà quoi. Donc oui, Tozo soutenir dans ce sens-là, papa Mathieu, mais pas bêtement, pas aveuglément, pas pour tout, pas voilà quoi. C'est pas un chèque en blanc. C'est juste que oui, faisons l'unité autour de lui par rapport à l'agression du pays et par rapport au fait qu'il faut se défendre. Voilà. Alors Naomi Mekakota là-bas, bon, bah commentaire. Oula, tellement bozo comme ebele boni misanga. Voilà, donc de la conscience Congo. Merci beaucoup Willy, Onema, voilà. Oui, Dieu a dit que faut na reprendre Moussa Lananga. Mon côté, il y a une facette belée. Il n'y a pas que à côté, il y a la Bible, et ça peut bien, mais ça aussi, ça peut côté. Tu vois, c'est une manière aussi de prêcher, et il faut comprendre son appel et son couloir. Donc, je commence à réaliser que bon, c'est bien. Côté à Bible, les très kitoko, les appelés malamu, et ce n'est, voilà quoi, je n'ai jamais dit que je ne veux plus prêcher la Bible ou quoi que ce soit. Non, puisque quand tu es appelé à prêcher ou à enseigner, c'est par rapport à la parole de Dieu. Mais, les appelés, il y a éveil patriotique, c'est aussi une manière de yakoté, hein, et que Dieu, en fait, me demande que je reprenne donc, mon bâton. Mon bâton de pèlerin par rapport à cela. Voilà. Donc, je pense qu'on a été nombreux, Lélo, pour cette première émission. Je vous demande de partager cela. Vraiment partager au maximum dans les groupes, partager Nabaninga, partager parce que je crois que c'est important que tout tirer sonnette d'alarme, tout à la éveiller, que nous ayons un discours clair et cohérent face à tous ceux qui nous font face. Donc, c'est pas simplement un discours clair et cohérent face à Congolais, mais Alipé face à Bamindele, face à tout le monde. Faut que les gens en face sentent, voient que non, il y a un peuple debout. Il y a un peuple qui est clair. Donc, bon, Achignon Bilongo Mbotenayo, bonjour. Trissette pour comprendre le piège. Ouais, bon, papa Wabola Yves, qu'est-ce qu'il nous dit? N'attend que ce cadeau. Alors, déclarer la guerre serait une erreur. Voir l'histoire, c'est vrai, du plateau du Golan entre Israël et la Syrie pour comprendre le piège qu'il faut éviter. Le Rwanda n'attend que ce cadeau. La guerre, au moment où on parle, doit être la dernière option stratégiquement parlant. C'est pas mauvais. Oui, tout à fait. Je pense que déclarer la guerre n'aurait de sens comment dire, ça n'aurait qu'un effet de manche. C'est-à-dire que déclarer qu'à la guerre, c'est bien, tout c'est peli, mais dans les réalités, il n'y aura pas un suivi, voilà quoi. Donc, je pense que c'est pas le point central ou la stratégie la plus importante. Alors, papa, Mathieu, bon, ok, Osa fanatique, tu es nationaliste et tu sais qu'édiste. Lorsque il était en erreur, tu le dis aussi. Ok, très bien. Il n'y a pas de souci, papa, vraiment, sois béni. Et encore une fois, sois à l'aise, tu peux soutenir qui tu veux, c'est ça aussi la démocratie, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà, donc en tout cas on est ensemble. La chose que je voudrais que vous reteniez, c'est que tous allons ensemble, tous à la Elongo Moko, tous à la Bomoko, hein, discours qu'on entendait à la Deuxième République, Tatabo, Moko, Ekolobo, Moko, Mamabo, Moko, donc Mbokape, Moko, donc que cet esprit-là, Ezonga, qu'on comprenne que voilà, on est face vraiment à un véritable danger et qu'on ne perde pas de temps avec la politique politicienne, parce que comme je l'ai dit, tous ceux qui sont au pouvoir n'ont qu'un seul intérêt, quel que soit le nom que tu mettras dessus, quelle que soit l'étiquette, ils n'ont qu'une seule manière de fonctionner, qu'un seul intérêt, c'est Kolia. Pour l'instant, il y a encore personne au hasard la mentalité, à stratégie, ou bien il y a voilà de penser à l'intérêt général avant de penser à l'intérêt particulier. Donc voilà pourquoi ouais voilà exactement Bina et Didimo face à la dernière sortie, il faut réagir, pas seulement 2-3 personnes, il faut voilà, c'est pourquoi j'ai dit que Moko il faut tola muka papa, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que je reprenne mon bâton, parce qu'il faut tola muka, on ne peut plus accepter que de tels discours soient dits sans qu'il y ait de réplique. Réplique faut ezala, malamoko il faut ezala, parce que c'est pas normal que à se permettre de propager des choses qui ne sont même pas acceptables. Donc il faut démonter, il faut des gens qui
qui fasse ce travail-là. Et Charles Onana, merci beaucoup. Azo Salam Salawana. Mais selon la loi de Chani, Azamupaya. Charles Nana, selon la proposition de loi, Amupaya, mais Azo Salam Sala Koutoukole Kaba Congolais. Donc il faut penser à Congolais, Bangope, hein, il faut s'il vous plaît, Bandeko. Il faut faire ce boulot. Il y en a qui le font, je sais, je ne généralise pas, je mets pas tout le monde dans le même panier, parce que il y en a qui le font, beaucoup sont là, et parfois sont pas entendus parce qu'on essaie de les étouffer et tout. Mais c'est ça que j'ai dit. Vraiment, il faut qu'on soit nombreux. Donc oui, Bofi, Baningola, pourquoi pas, tout ça, la manifestation, il faut qu'on reprenne ce travail de pression. Donc manif et Kozala Koutoubien, il faut te manifester. Oui, moi je suis pour la reprise des manifs, mais bon, voilà quoi, dans les pays on peut manifester. Bon, en France il y a tellement de manifs que Hermoko, mais bon, pourquoi pas, faisons-le. Mais tout ça, la Babylon Moko, comme j'ai dit, oh, il y a Malonga. Oh, il y a penza, il y a poids, bouzo bate. Totika ba domaine ya bouzo ba il quitte trop. Il faut totika bouzo bato, tokoma bato. Zonga sima, zonga mutu. Donc, voyez, vous avez compris. Je pense que vous avez compris le message que j'essaie de faire passer. Mais s'il vous plaît, instruisons-nous. C'est par l'instruction que nous serons nous défendre. La meilleure manière, la meilleure des armes, c'est le savoir. On a toujours dit, hein, c'est pas pour rien qu'on disait que si tu veux cacher quelque chose à quelqu'un, tiens, on a beaucoup. Bon, il y en a qui ont détourné cette chose-là en disant que ça, au ligné, au bon, la Congolais, les Cambodgiens, on a beaucoup. Mais au départ, au départ, ce proverbe ou cette maxime, entre guillemets, était d'une manière générale. Donc, c'est vrai que le savoir est une arme. Congolais comprend que savoir est une arme. Et s'il vous plaît, ayons un savoir, instruisons-nous comment dirais-je, pas un savoir partisan. Vous savez, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de fanatisme. Donc, on va aller avec des gens qui te... Enfin bon, je vais pas revenir sur la polémique de ce qui s'est passé avec Maître Gims. Mais vous savez, trop de choses partisanes font que tu vas aussi être mal instruit. Et quand on est mal instruit, c'est aussi une manipulation. Il faut vraiment revenir à un savoir de fond, un savoir... Faut être éclectique, naba lecture nayo, naba horizon nayo. Ne lis pas simplement que, voilà, les livres de telle personne. Non, mais qu'à tout ce qui existe sur le marché, sur la question, c'est ça, en fait, la culture du débat. C'est une instruction, c'est une manière, comment dirais-je, humaniste, c'est-à-dire on est ouvert à toute théorie, à toute chose, c'est-à-dire que c'est comme ça que tu vas te faire ton opinion. Si tu lis que des livres qui parlent de telle chose et qui sont orientés dans telle direction, donc toi tu vas devenir maintenant un fanatique. Non, il faut lire tout et son contraire. Il y a des gens qui font telle chose. C'est ça que j'ai dit, soit vraiment, mon souhait c'est que... Quand je dis qu'il faut s'instruire, c'est de t'instruire d'une manière intelligente, c'est-à-dire d'une manière scientifique, d'une manière où, voilà quoi, tu lis tout ce qui peut exister sur la question, quelle que soit la personne qui a écrit. Moi, je lis tous les livres qui peuvent me tomber sur la main, que ça soit des livres... Vous voyez, par exemple, je vous dis, je suis une fan de la Deuxième République. J'essaye d'avoir pratiquement tous les livres qui parlent de la Deuxième République, mais dans un, tu as toutes sortes de choses. Tu as des livres qui tirent à boulet rouge sur la Deuxième République, waouh, si tu lis ça vraiment, Hermoko et Pesio Kanda. Mais c'est bien de savoir ça, tu essaies de comprendre la stratégie, ce que la personne veut dire, donc c'est un peu, tu comprends sa position, tu comprends beaucoup de choses, tu peux en tirer quelque chose, même si parfois des gens qui tirent à boulet rouge sur la Deuxième République disent des âneries. Mais en Moko, tu prends quand même quelque chose. Et du même côté, tu lis maintenant des livres qui vont évidemment, peut-être, il y a même des livres qui ont encensé, par exemple, au bout, tu lis tout ça. C'est ça, Ndekonanga, qu'on s'instruire. Yangwana, c'est ça, au tangi nyon surtout. Donc, tu ne prends pas seulement un côté, un truc. Et après, justement, naba nyon surtout au tangi, etc. Tu vas commencer à te faire toi-même ta propre opinion, qui va être une opinion peut-être les plus, comment dirais-je, la moins partisane possible, mais la plus objective, parce que l'objectif, c'est ça. Faut essayer d'être toujours objectif dans les choses, et pas comment dirais-je, en tout cas, il faut éviter le fanatisme de Konanga. Fanatisme, ezala na religion, ezala na politique, ezala na intellectualisme, ezala railoko, mabe. Donc, mes amis, je vous ai donné 4 propositions de lecture.
il y en a beaucoup d'autres hein, sur la question. Je vous ai dit que bon, sur le problème de l'Est du Congo, des frontières, de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, il y a eu des ouvrages, il y a eu des articles, il y a eu beaucoup de choses qui ont été lues. Allez dans les bibliothèques, il y a des thèses qui ont été faites. Lisez les thèses des gens. Bon, je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais hey, Tikabiso, qui vont se dire, mais on n'a pas le temps pour tout ça, ou ça va nous prendre la tête. Mais je vous dis, le savoir est une arme. Je le répète, je le répète, je le répète. Le savoir est une arme. Donc, en tout cas, partagez-moi ce direct. Vous pouvez, pour ceux qui n'ont pas pu, qui vont écouter en différé, c'est important. On va continuer. Moussa la silité, il faut qu'on continue, qu'on se lève, qu'on tape du poing sur la table, qu'on réfute les arguments qui sont des mensonges éhontés. Il faut, non, ah, Moussa là, il a tellement mingi que quand on y pense... Voilà, bref, je vais m'arrêter là parce que Tolobagi mingi lelo, on a même été très long. Voilà, nous devons d'abord assurer la sécurité territoriale de notre pays et laisser notre armée monter en puissance en la dotant des hommes capables en effectif. Ouais, bon, oui, papa Mathieu. Bon, bref, ça va nous amener peut-être à une prochaine émission. Toto garder intervention Nayo. On va en parler prochainement parce que là, on a beaucoup parlé et que ça sert à rien de faire des émissions de 2 heures. On a fait plus d'1 heure au moins. Si ça se trouve, on est proche même des 2 heures. Donc, que Dieu vous bénisse. On va revenir, on va se revoir. Partagez-moi le direct. Abonnez-vous. Voilà, sur mon mur. J'ai aussi une chaîne YouTube. Je vais essayer de télécharger ça sur ma chaîne YouTube. Donc, je crois chaîne YouTube, c'est Merclo ou Claudine pour Jésus, je sais plus. Bref, peu importe, mais on va se retrouver. En attendant... Restez connectés, que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. Bye bye.